Cette semaine, à Parlons politique, je reçois le député fédéral Bernard Généreux de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et on va parler de son parcours en politique. Alors, Bernard Généreux, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation à Parlons politique. Donc, vous le savez de quoi on va parler, hein? On va parler de politique, mais on va pas parler des sujets d'actualité, hein? On va parler vraiment du monde merveilleux de la politique parce que ça peut être un monde merveilleux. Et quel merveilleux monde! C'en est un, exactement. Ben oui, hein? Des fois, on peut voir que c'est pas tout à fait facile, hein? Ça dépend des sujets, des dossiers chauds, surtout en temps de pandémie. Mais moi, j'aimerais vraiment aller plus loin avec vous, dans le fond. C'est de découvrir votre parcours jusqu'à député conservateur dans le fédéral. Oui. Donc, parce qu'on sait que maintenant qu'il y a un nouveau parti conservateur du Québec, Oui, mais tout à fait, vous, c'est le Parti conservateur du Canada. Donc, parlez-nous de votre parcours, là. Comment tout ça s'est passé? En fait, il faut remonter avant que j'eue été député fédéral parce que j'ai été maire. Oui, dans la Pocatière. De 2005 à 2009. Et la raison pour laquelle je suis devenu maire, c'est un dénommé Gilles Laplante, qui était un homme de Sainte-Hélène, mais qui demeurait à la Pocatière, là, qui était responsable de l'éducation des adultes au cégep, qui était conseiller municipal depuis plusieurs années avec André Théberge. On était maire 12 ans, André Théberge, puis Gilles a été là plusieurs années, au moins 2 mandats. Comme conseiller. D'ailleurs, tout le monde le percevait comme le dauphin de M. Théberge pour prendre la mairie. Finalement, je reçois un samedi matin un téléphone de Gilles qui me dit « Bernard, on t'a identifié comme un potentiel personne pour devenir maire. » Bien, j'ai dit « Ouais, Gilles, tout le monde sait que c'est toi qui vas prendre la place d'André. C'est comme un peu écrit dans le ciel. » là. Il dit « Non, il dit « Moi, je suis un bon second, mais je suis pas un bon premier. » Ça, je le sais. On cherche un bon premier. Ben, j'ai dit, écoute, laisse-moi aller voir mon associé, puis je vais parler de ça avec mon associé, puis je suis en affaires, donc Oui. On remonte là, à 2005, donc j'étais en affaires depuis 1993. Et puis là, je suis allé voir mon associé a dit, pas de problème. J'avais dit, je vais travailler moitié à la ville, moitié au bureau, je vais couper mon salaire en deux, puis bon, c'est arrangé, là. Parce qu'on peut faire ça, maire à la Pocatière, puis travailler aussi? Parce que c'est quand même une ville... je me suis rendu compte que j'avais 2 jobs à temps plein, finalement. Okay, mais en fait, quand je m'investis à temps plein. C'est un peu ça, parce qu'évidemment, mairie à la Pocatière, c'est pas un job à temps plein au départ. C'est un job à temps partiel, d'une certaine manière. Mais quelqu'un qui veut s'y investir véritablement dans une ville comme la Pocatière, parce qu'il y a toutes sortes d'associations à lesquelles on peut faire partie, comme l'Union des municipalités du Québec, par ailleurs, où je m'étais investi aussi beaucoup. Puis au bureau, bien, on était en développement, on a fait des acquisitions, donc je travaillais 40 heures pratiquement aux 2 places. Ça ressemblait à ça un peu. Mais après être allé voir mon associé, je suis venu demander à mon épouse si ça la dérangeait que je devienne maire. OK, l'associé, c'est en premier, l'épouse, c'est en deuxième. Elle va aimer ça, votre femme? Oui. Mais, en fait, ma question à moi, c'était... Mon épouse, je me disais, bon, c'est familial, acceptera-t-elle, oui ou non, je ne savais pas, mais... Je trouvais que c'était important au niveau de l'association que j'avais avec la personne avec qui je suis associé dans mon entreprise, Carl Thomasin. Oui. Je trouvais que c'était important que lui puisse avoir son mot à dire, parce qu'inévitablement, ça avait un impact sur le temps que moi, je laissais dans mon entreprise. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que ça a bien été, ça a duré 4 ans. Mais avant qu'on me demande de devenir maire, évidemment parce qu'on m'a identifié comme étant un leader. Bon, faut rappeler que quand je suis parti en affaires en 93, j'ai refondé avec Philippe Carrière, Yves Lévesque, une panoplie de personnes, on a refondé la Chambre de commerce parce qu'elle avait déjà existé dans les années 60, 70, 80, mais elle était éteinte d'une certaine manière, ou en dormance, puis on l'avait remise en place. On avait travaillé très, très fort. On voit aujourd'hui les résultats, là. C'est une chambre de commerce très, très active, Kamouraska-Lillet. Puis à l'époque, c'était la chambre de commerce de la Pocatière, qui est devenue Kamouraska, après ça, Kamouraska-Lillet. Okay. Mais ceci dit, on s'était investi beaucoup, et c'est comme ça que les gens m'avaient un peu identifié. Vu comme un leader. Avant ça, mon père, il faut savoir que mon père, Henri Généreux, a été conseiller municipal
à la Pocatière, dans le temps où le docteur Dallaire était le père de Jean Dallaire, où le docteur Dallaire était maire de la Pocatière, avec M. Gosselin par la suite. Et mon père, avec mon frère, avait des discussions à la table. Je me souviens encore, c'est très frais à ma mémoire. Mon frère Luc, qui est un indépendantiste, mon père, qui est un fédéraliste. Il y avait des discussions, et moi, on a une bonne différence d'âge, moi et mon frère Luc. Alors, je devais avoir 6-7 ans, je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais il parlait tellement fort, je m'en allais en pleurant de la table. Parce que... Alors, ça m'a donné déjà peut-être une perspective de ce qu'était la politique. En tout cas, mais je me souviens encore de ça. C'est comme un souvenir qui ne s'est jamais effacé. Ben oui. Et puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, après avoir été élu maire à la Pocatière, on a fait, comme tu le sais, beaucoup de projets, dont le Centre Bombardier. Oui. Ça a été très, très actif. J'ai été, comme je t'ai dit tantôt, quand je m'investis à fond. Et puis, M. Théberge avait fait une gestion de la ville, je dirais, très bon père de famille. Là. Il avait diminué la dette de la ville d'à peu près 10 millions à environ 2 millions. Okay. Donc, je savais qu'il y avait un écart qui était possible de faire des investissements puis des projets. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait on a fait 18 millions de projets en 4 ans là, à la Pocatière. Donc, évidemment, il est resté une partie de dette là-dedans, mais il y a eu beaucoup de subventions, beaucoup de dons dans le cas du Centre Bombardier, où on avait fait une campagne de levée de fonds de 1,8 million, ce qui était extraordinaire dans le contexte, là. Et puis, à ce moment-là, je savais que mettons que la marge de main-d'œuvre à la ville de la Pocatière serait beaucoup moindre. Puis, notre entreprise aussi était en développement, ça bougeait beaucoup. On a fait des acquisitions, comme je disais tantôt. Donc, je me suis dit, puis là, il faut savoir que M. Craig, qui était député fédéral pour le Bloc québécois à ce moment-là, venait d'être élu en 2008, avant que je prenne ma décision d'aller au fédéral, parce que c'était pas dans mon intention au départ. Moi, j'étais pour être réélu. D'ailleurs, j'étais un peu fâché parce que on a tous été élus par acclamation. Parce qu'il faut savoir que Gilles Laplante, qui m'avait invité à devenir maire, devait être conseiller. Et quelques semaines avant qu'on fasse notre annonce officielle de toute l'équipe, parce que j'avais imposé seulement une condition, c'est qu'on ait un conseil municipal équitable entre les femmes et les hommes. 3 conseillers, 3 conseillères. Et on avait fait des recherches, puis on a trouvé des gens qui étaient il y avait Lise Garneau, Louise Lacourcière. Et puis finalement, Gilles nous a annoncé quelques semaines avant qu'on dévoile l'équipe, puis le programme, puis etc., il nous a annoncé qu'il avait un cancer. Alors, il s'est dit, moi, je vais me retirer, je vais vous accompagner. Puis, un peu par en arrière, mais on va trouver quelqu'un pour me remplacer. Finalement, c'est Steve Leclerc qui a pris sa place. Steve, qui est toujours là aujourd'hui comme conseiller, c'est son 4e mandat, je pense. OK. Alors, donc, vous avez été maire 4 ans, là, à la J'ai été Pocatière. maire 4 ans, de 2005 à 2009. Mais il faut savoir, c'est ça, en 2008, il y a eu une élection générale au fédéral, et M. Crête a été réélu pour, je ne sais pas si c'est la 5e ou 6e fois, en tout cas, ça faisait 16 ans qu'il était là. Oui, il était là. Et puis, 6 mois plus tard, il y a une élection partielle. Je ne sais pas si c'est une partielle ou une générale, mais je pense qu'il y a une partielle à Rivière-du-Loup, où il s'affronte Jean D'Amour, etc. M. Crête décide de démissionner du fédéral pour aller au provincial. Mais il se dit que le poste est devenu vacant au fédéral. Alors, M. Harper avait été au pouvoir à ce moment-là, donc a décidé de lancer une élection, je me souviens, c'est au mois d'octobre, je pense, là, quelque part en octobre, parce qu'il y avait 6 mois pour le faire. Donc, et puis moi, rendu au mois de mai, sachant qu'au mois de novembre, on se représenterait toute l'équipe ensemble, puis qu'on serait probablement réélu. La première fois, j'avais été insulté d'avoir été élu par acclamation, parce que je me disais que la démocratie demandait à ce qu'il y ait un débat minimal. Donc, mais l'équipe que nous avions était tellement équilibrée, professionnelle, on avait un plan, on savait ce qu'on s'en allait. Il n'y a personne qui s'est présenté contre nous. On a tous été élus par acclamation. Alors, mais je peux dire que vous avez, mettons, repris un peu plus tard, là, cette frustration. Oui, au fédéral. J'en ai eu pour mon argent. On va y arriver tantôt, probablement. Mais ceci dit, au niveau municipal, je trouvais que c'était important. Puis on voit aujourd'hui, on vient de passer une élection municipale. Là. Oui. Il y a eu beaucoup d'élus qui ont été élus par acclamation par faute de compétition, en fait, de personnes qui se présentaient. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était important qu'il y ait ces débats-là pour dire, moi, je présente, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Parce que quand on élit quelqu'un par acclamation, il donne une carte blanche d'une certaine manière. Donc, comment on peut après aller dire, hey, t'as pas l'affaire à faire ça? Mais là, il n'y a personne qui s'est présenté contre moi. J'ai le beau jeu. Bon, évidemment, les gens sont intelligents puis ils font pas n'importe quoi. Puis il y a un conseil municipal de toute façon. Oui. Mais ceci dit, on avait une extraordinaire équipe. On a fait beaucoup, beaucoup de choses à la Pocatière, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, est arrivée l'opportunité d'aller au fédéral. Mais comment est arrivée l'opportunité? En fait, en fait, c'était le gouvernement conservateur qui était au pouvoir avec M. Harper. Oui. Il est arrivé l'opportunité dans le sens où, moi, en tant que maire, je savais que la marge financière de la ville pour faire d'autres projets était diminuée parce qu'on en avait fait beaucoup.
Donc, j'ai décidé de faire le saut au niveau fédéral. Alors, j'ai communiqué avec Denis Lebel, qui est un ami personnel, puisque je l'avais rencontré. Il était maire de Roberval, qui est une ville de centralité comme la Pocatière. Au niveau de l'UMQ, il y a des caucus, donc le caucus des villes de centralité. Il y avait la mairesse de Mégantic, par exemple, Lac-Mégantic, Denis Lebel, comme ce Roberval. Donc, on était des caucus. On se réunissait quelques fois par année. Alors, j'avais connu Denis Lebel à ce moment-là. OK. Il fallait avoir quand même un petit contact à quelque part. Oui, j'ai décidé... Il faut dire que moi, je suis conservateur de Mulroney, de l'ère Mulroney. Je suis devenu en affaires en 93, l'année où il a perdu cette élection, mais il avait fait le libre-échange avec les États-Unis. Moi, je suis un conservateur économique et non pas social. Là. Tout le monde sait ça depuis longtemps. Je trouvais que le Parti conservateur, non pas parce qu'il était au pouvoir à ce moment-là, parce qu'on était un gouvernement minoritaire, mais parce que je trouvais que M. Harper aussi avait des bonnes politiques fiscales, puis il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Oui, c'était le parti qui vous parlait. Absolument. Oui. Puis c'est pour ça que je suis allé vers eux. Donc, j'ai parlé avec Denis Lebel. En fait, j'ai communiqué avec Denis Lebel, à son bureau, devrais-je dire. Et puis, il faut savoir qu'il y avait un autre de Bernard Généreux dans le portrait politique à ce moment-là. C'était Bernard Généreux, le président de la Fédération québécoise des municipalités. Il était maire de Saint-Prime au Lac-Saint-Jean et préfet de la MRC du Roi. Donc, il était un politicien qui était bien en vue au Québec par le biais de son mandat. Oui. Et donc, moi, j'arrivais sur le tapis comme un futur potentiel député fédéral, ou en tout cas candidat. Et là, quand j'ai appelé au bureau de Denis Lebel, on a pris rendez-vous pour aller déjeuner, bien finalement, ils ont cancellé le déjeuner, mais ils ont appelé l'autre de Bernard Généreux pour canceller, et non pas moi. Donc, je me suis rendu au bureau de Denis Lebel. J'ai pris mon courage à deux mains parce qu'on était en congrès municipal à Gatineau. Donc, je suis allé au bureau à Denis Lebel. Puis j'ai rencontré Paul Grette, justement, sur la rue, en m'en allant au bureau de Denis Lebel ce matin-là. Mais c'était annulé, là, la rencontre. Mais vous non, le saviez pas. Le déjeuner était annulé, mais moi, je me suis improvisé, ou en tout cas, je me suis avancé pour aller voir Denis Lebel à son bureau, sans savoir s'il allait être là. OK, d'accord. Alors, je me suis rendu à son bureau et puis il m'a accueilli grands ouverts. J'ai dit, j'aimerais ça, je regarde pour être candidat, mais j'ai dit, j'ai juste un secondaire 5 en débosseur. Il dit, ça fait quoi? Il dit, moi, j'ai juste un secondaire 5 puis je suis rendu ministre, là, c'est quoi le problème? Alors, ça a pris 5 minutes, ma décision était prise. Ça n'a pas été long. Mais pas de décision, mais il faut la décision oui, aussi. tout à fait. Alors, j'ai proposé ma candidature. Denis m'a aidé aussi, évidemment, là, à faire monter mon nom dans la machine conservatrice pour dire que dans une élection partielle, je serais le candidat. Il faut savoir aussi que Denis Laflamme de Montmagny avait décidé de ne pas se représenter. Lui qui avait été candidat contre Denis Lebel 6 mois plus tôt, au mois de novembre, en 2008, donc avait décidé de ne pas se représenter. Donc, j'ai décidé, puis il avait fait un score assez intéressant, malgré tout. Donc, c'est comme ça que je suis devenu candidat pour le Parti conservateur. J'ai annoncé à mon conseil municipal que je ne me représentais pas. Et là, à partir de ce moment-là, bien, l'élection a eu lieu. Je finissais mon mandat le 1er novembre de maire et je suis devenu élu le 5 ou le 4 ou le 5. Donc, j'ai été 5 jours. Donc, il y avait une campagne électorale en même temps. Là, il y avait une campagne électorale maire, en même temps que j'étais maire. Et là, c'était trouver son équipe aussi, parce qu'on partait un peu de zéro. Oui, tout à fait. Mais là, c'est le parti. Quand on est dans une élection partielle, il faut savoir que toute l'équipe ou toute la machine d'un parti politique vient tout focusé sur ce comté-là. Parce que c'était seulement ce comté-là qui est en élection. C'est seulement ce comté-là qui est en élection. À cause de la démission de Paul Crête. Au Québec. C'était le seul comté au Québec. D'accord. Fait que là, ils ont le temps d'aider. C'est ça, tout à fait. Alors, toute la machine conservatrice s'est mise à l'arrière de moi. Évidemment, je ne connaissais pas du tout ça. Là. Je veux dire, j'avais aucune idée comment ça se passait. Je n'avais jamais fait de campagne électorale. Parce que j'avais été élu en plus. Par acclamation. Par acclamation. Alors, c'était ma véritable première campagne électorale. Ben oui. Et puis, ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'ils ont. Le sénateur Maltais, qui était l'organisateur au Québec pour le Parti conservateur, est venu à Rivière-du-Loup et est demeuré ici pendant un mois, organiser la campagne électorale. Denis Lebel est venu, Lawrence Cannon est venu. Écoute, ils ont sorti les gros canons. Christian Paradis. Écoute, à peu près tous les ministres du Québec, Jean-Pierre Blackburn, sont tous descendus. Il y avait le sénateur Jacques Demers, qui était un sénateur conservateur, qui venait d'être nommé par M. Harper. On a fait un enregistrement téléphonique. On avait envoyé ça dans toutes les maisons. Les gens l'ont encore, certains, dans leur répondeur, parce qu'ils ne veulent pas l'effacer. Alors, c'est la grosse machine. Et finalement, on a gagné cette élection-là. J'ai gagné cette élection-là par... nous avons, parce que c'était vraiment pas un travail unique de ma part, là, nous avons, avec toute l'équipe, gagné l'élection par 1500 voix sur le Bloc québécois. Et il faut savoir que j'étais à 5 dans les sondages. Les chances que je gagne étaient extrêmement minces. Évidemment, encore une fois, toute l'équipe, ça fait toute la différence quand tout le monde travaille dans le même sens.
Et puis, on a travaillé très, très fort. Et là, vous êtes devenu le député. Alors, je suis devenu député le 5 novembre, 4 ou 5 novembre 2009. Mais il y avait une élection aussi fédérale qui s'en venait, là. Parce il y que vous avait une avez pris élection ça comme fédérale mandat. qui s'en venait. En fait, non, parce qu'on était un gouvernement minoritaire encore à ce moment-là. OK. Donc, le gouvernement... en fait, moi, je suis devenu député. Là, évidemment, j'ai appris des rouages, j'ai monté mon équipe, etc. Et ça, je vais vous dire, c'est une question d'expérience parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites à ce moment-là que je ne referai pas aujourd'hui, que je n'ai pas refait par la suite. Mais il y a des éléments qui sont importants dans une équipe, là, des postes clés. Puis, en tout cas, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, bien sûr. Mais là, j'ai été élu et en montant l'équipe, là, il y a une élection qui est arrivée en mai 2011 où Jack Layton a décidé, tout en sachant qu'il était pris du cancer, a décidé de déclencher des élections, en fait, de ne pas appuyer le gouvernement. C'est ça. Ce qui a fait qu'on a déclenché des élections. Oui. Et là, ça a été la vague orange. Hein? Et là, ça a été en 2011 la vague orange, la fameuse vague orange où Jack est allé prendre une bière à la brasserie à Montréal, puis tout le monde en parle et on sait on connaît la suite. Les gens ont voté pour Jack, non? Ils n'ont pas voté pour le parti, hein? On peut le dire. On peut voté pour Jack, ça c'est sûr et certain. Puis moi, j'avais... Quand je dis qu'on fait des erreurs, des fois, on ne se rend pas compte véritablement, mais quand je suis arrivé à Ottawa, évidemment, j'étais un petit nouveau. Écoute, on m'a invité à embarquer dans l'Association des parlementaires de la francophonie. Ça m'a amené en Afrique, ça m'a amené à différents endroits dans le monde. J'ai été... évidemment, on est devenu membre du caucus, mais il y a toutes sortes de comités à Ottawa. Donc, j'ai embarqué dans toutes sortes d'affaires. Et là, je me suis ramassé à faire des voyages un peu partout, toutes sortes d'affaires. En tout cas, je le vois aujourd'hui, je ne me suis pas occupé de mon comté, comme je l'ai fait par la suite. OK. Mais vous étiez moins sur le terrain. Denis Lebel, puis moi, on avait une connexion comme ça. Puis il m'envoyait faire des annonces à Sept-Îles, prenait l'avion, Tu sais, on volait un peu sur un nuage. Ben oui. Puis le gouvernement faisait évidemment beaucoup d'annonces parce qu'on savait qu'il y avait des élections qui s'en venaient, donc on était tout le temps dans le chemin. Mais dans ce temps-là, je ne m'occupais pas de mon monde. Tu comprends? Puis ça a été une grande... Puis là, évidemment, est arrivée l'élection de 2011, où le soir de l'élection, je gagnais par 110 voix, et le lendemain, je perdais par 5, pour finir de perdre par 9 après 2 semaines. Ça a été une très grande leçon d'humilité. Et je dis à la blague, j'ai été 4 ans sur le banc de punition, là, parce que j'avais dit à M. Harper le lendemain de ma défaite électorale que je serais là en 2015, donc que je serais encore candidat, puis que je serais encore dans l'équipe. Puis d'ailleurs, j'ai suivi les activités du parti pendant toutes ces années-là. Je suis allé au congrès, etc. Donc, on a gardé l'association locale en vie, parce qu'il faut savoir aussi que l'association locale est très en vie dans le Kamouraska, dans Montmagny-le-Lac, Kamouraska, Rivière-du-Loup, l'association conservatrice. Donc, parce qu'on fait des levées de fonds, on fait des organisations, on fait toutes sortes de choses. Donc, mon conseil d'administration, j'y tiens beaucoup, j'y tiens à l'association. C'est pas des choses qui sont vues ou qui sont connues beaucoup, mais chaque comté et chaque parti doivent avoir une association. Parce que tu vas avoir un compte de banque, ça prend un président, puis ça prend un secrétaire, puis un trésorier. Là. Donc, inévitablement, ces choses-là, on n'entend pas parler beaucoup de ces gens-là qui s'impliquent, mais c'est important. Alors, tout ça pour dire qu'en 2011, donc, je perds mes élections, j'ai dit à M. Harper, je vais être là dans 2015. Donc, la leçon d'humilité que j'ai prise, puis après toute l'analyse que j'ai faite durant ces années-là, c'était qu'un député, au départ, s'est élu pour représenter les gens qui l'ont élu. Il y a une reddition de comptes, d'une certaine manière, qui doit se faire au fur et à mesure des années quand on les représente. C'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que j'ai un décompte à rendre à l'ensemble de la population qui ont mis leur confiance en moi pour m'élire. Et ça, aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, je ne le savais pas. J'étais comme un jeune étalon fringant qui ruait des brancards. Puis aujourd'hui, je me suis assagi, je vais te dire ça de même, je reste très dynamique, mais assagi dans la mesure où j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience de ce qu'était véritablement le rôle de député. Et là, comme vous l'avez dit, le rôle de député, c'est aider les citoyens. Tout à fait. Et là, on parle souvent que le municipal, on peut plus faire des choses. Le provincial, encore plus. Mais le fédéral, c'est loin de nous autres. Donc, on pense que vous êtes loin des citoyens, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais au contraire, vous aidez beaucoup d'individus, non pas de groupes d'individus, non pas des entreprises. Oui, vous le faites, mais vous aidez aussi monsieur, madame, tout le monde pour différentes raisons, différentes problématiques. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose que la population ne sait pas à quel point que vous pouvez aider les gens. En fait, le rôle du député fédéral, tout comme celui du provincial, c'est de répondre à ses commettants. D'ailleurs, les gens qui nous les élisent, c'est les citoyens qui ont en droit de voter. Et ces personnes-là ont le droit
absolument la nécessité de pouvoir compter sur nous quand ils ont besoin. Et autant la pandémie a été une menace, autant pour moi, en tout cas pour moi et mon équipe, là, parce que j'ai une équipe tout à fait extraordinaire, là, pour nous, ça a été une opportunité d'une certaine manière de nous faire découvrir par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que les gens, évidemment, il y a eu de l'aide qui est venue financière, particulièrement du fédéral, et cette aide-là a été comme un peu dupliquée, ou en tout cas de façon... c'est un peu anarchique au début, là. Donc, on a été extrêmement sollicités, à la fois par les individus, mais aussi par les entreprises. Oui. Parce qu'il y avait des aides, il y avait des volets d'aide au niveau des individus, mais il y en avait aussi au niveau des entreprises. Et ça nous a permis à nous autres de nous faire découvrir encore le plus par la population. On a mis en place des éléments communicationnels. Oui, bien vulgariser un peu tout à fait, vulgariser. Les choses on a fait, évidemment, les technologies d'aujourd'hui, puis là, on a fallu qu'on s'adapte aussi à travailler à distance. Mais les technologies d'aujourd'hui, que sont Zoom, qu'on connaît aujourd'hui, ou Teams, ou tous les moyens technologiques qui permettent de se réunir à distance, on a appris très, très rapidement à travailler avec ça. On les avait, mais on ne les utilisait pas. Là, on a été obligé de les utiliser. Bien oui, c'est ça. Là, on n'avait pas le choix. On n'a pas eu le choix. Mais ça nous a permis aussi de mettre en place une infolette, par ailleurs, qu'on envoyait des fois 2 fois par semaine, mais là, maintenant, parce qu'il y avait tellement de changements. Il y avait tellement de changements, puis tellement d'informations aussi à divulguer, à partager. Donc, tout ça, ça a été mis en place. Et ça m'amène à dire que dans une équipe comme celle que j'ai, évidemment, on est comme des travailleurs autonomes, hein, les députés, dans le sens où on a un budget qui nous est alloué par la Chambre des communes. Dans mon cas, c'est autour de 400 000 maintenant. Là. Et ce budget-là, il nous sert à, évidemment, engager des employés, à payer nos loyers, les bureaux, les assurances, etc., les téléphones. À aider aussi certaines... Faire la publicité un peu, puis à s'assurer de communiquer avec les gens, bien sûr. Et au début, on parlait tantôt de 2009-2011, j'avais pas d'agent de communication à ce moment-là. Maintenant, on a corrigé ça par la suite, parce qu'on s'est rendu compte que l'effet de communiquer, justement, de se rendre accessible aux gens, était une priorité. Puis c'est vraiment quelque chose qui était très important. Donc, Mireille, qui est aux communications, fait un travail extraordinaire sur tous les réseaux sociaux. Donc, on est arrivé sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Name It. Là, on est partout. Mais toute cette gestion-là, ça demande beaucoup de temps. Le site Web, bien sûr. Oui. Donc, puis de tenir tout ça à jour, ça prend une personne à temps plein. Mais justement, parce que le temps file, puis j'ai tellement de questions pour vous. Mais là, vous parlez de votre équipe, Mireille Soucy, qui s'occupe des communications. Il y a Annie Francoeur, elle... Annie, qui est directrice, je dirais, régionale. On l'appelle directrice régionale, mais elle est directrice générale, parce qu'elle gère aussi l'employé que j'ai à Ottawa. C'est ça. Donc, c'est ça, parce qu'il y a des... Voyez-vous, moi, j'ai un territoire de 7 500 km², donc j'ai pas le choix d'avoir 2 bureaux. Vous en avez un à Montmagny. Un à Montmagny, à Rivière-du-Loup. J'ai plusieurs de mes collègues qui ont juste un bureau, donc ça fait moins de personnel dans un bureau. Oui. Ils peuvent allouer des sommes de leur budget, plus à des employés à Ottawa, faire plus de recherche, etc. Moi, j'ai un employé à Ottawa qui maintenant je le partage avec une autre députée là, depuis la semaine dernière. OK. Et lui, il s'occupe, c'est quoi son mandat à Ottawa? Essentiellement, c'est d'être assistant au niveau de tous les travaux parlementaires. Moi, je suis le membre du comité des sciences et technologies. Je suis président du caucus. En fait, il y a d'autres comités. Là, je suis rembarqué sur le comité des parlementaires de la francophonie. Donc, il y a différents éléments sur lesquels il doit travailler, gérer mon horaire, etc. Donc, c'est un feu roulant à Ottawa quand on est là. J'y retourne d'ailleurs en fin de semaine prochaine. Donc, ça bouge. Ça bouge, puis très, très rapidement. Donc, ça prend quelqu'un qui est là à temps plein, absolument. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Puis Annie Francoeur, ici, elle dirige l'ensemble de l'équipe. Okay. J'ai Annie Boutin à Montmagny, qui devait partir, finalement, elle a décidé de rester. Ah, bien! Dieu merci, parce qu'elle a déjà 5 ans d'expérience. C'est beaucoup toute cette expérience-là acquise est très importante. Et Denise Bossinotte, qui est à Rivière-du-Loup maintenant depuis 1 an bientôt. Puis j'avais Hélène Leclerc qui était là avant elle, qui était là pendant 5 ans. Donc mon équipe est bien orchestrée, puis elle est loyale, elle est solide, sans dire que j'ai pas beaucoup de roulement d'employés. Là. Bien, ça, c'est bon signe. Je reviens sur Annie Francoeur qui fait un job absolument incroyable. Annie, je donnerais... en fait, elle connaît ma vie de A à Z. On partage, bien sûr, énormément de choses parce que... Bien, il y a un rapprochement qui se fait aussi. Hein, on communique en moyenne par jour, peut-être 20-30 fois par jour ensemble. C'est ça. Puis évidemment, à cause de la pandémie, on n'est pas souvent dans les mêmes bureaux. Ça arrive de temps en temps qu'elle vient à Ottawa ou je vais à Rivière-du-Loup à Montmagny, mais elle se partage son temps entre les deux, elle. Alors, mais écoute, elle fait un travail extraordinaire. Puis toute l'expérience acquise par ces personnes-là fait en sorte qu'on a un temps de réponse et un temps de résolution de problèmes très, très rapide. Et ça nous aide énormément. Puis, je pense que le résultat de la dernière élection a été une preuve de l'ensemble du travail qu'on a fait. Et je dis très sérieusement, je ne dis pas à la blague, mais très sérieusement, qu'un député,
ça ne fait pas son travail seul et ça ne peut pas être juste une personne. Un député, le rôle d'un député, c'est un ensemble, c'est pas juste une personne. Donc, je ne prends absolument pas tout le crédit de ce qui m'arrive parce que je considère que je suis extrêmement heureux dans ce que je fais. Je suis heureux parce que j'ai une équipe extraordinaire, puis on fait vraiment un travail, je pense, qui est très apprécié par la population. Et en terminant, là, Bernard Généreux, moi, j'aimerais ça savoir un peu en chambre. Quand on pose des questions, quand on parle d'une problématique, ou quand on parle d'une situation, ou quand aussi, vous pouvez prendre la parole pour féliciter une action quelconque ou une personne dans votre région. Comment ça se fait? Est-ce que vous, à chaque fois que vous êtes en chambre, vous pouvez poser des questions? C'est à chaque mois? En fait, non. L'idée, c'est que chaque parti politique a son équipe qui est responsable de la période des questions. On doit soumettre des questions. Quand on a des enjeux qui nous concernent dans notre comté, je vais donner un exemple très clair, là. Il y a beaucoup de compagnies de transport qui m'ont appelé dans les dernières semaines et des camionneurs pour me dire, écoute, on n'est pas vacciné, on peut pas aller aux États-Unis. Donc, c'est un enjeu important. Donc, j'ai commencé déjà à faire une communication par rapport à ça. Je vais poser des questions, je vais soumettre des questions à mon parti pour que je puisse les poser en chambre. C'est quelqu'un qui s'occupe de décider quelles sont les priorités par rapport aux périodes des questions. On fait aussi ce qu'on appelle, tantôt, tu appelles ça des déclarations, c'est des SO31, c'est des déclarations de députés. Ça vient de où, SO31? J'en ai aucune idée. On appelle ça dans le jargon politique des SO31. Et là, ça nous permet de soit féliciter ou de remercier quelqu'un qui s'est impliqué ou faire l'élogie de quelqu'un qui est décédé. Oui. Donc, il y a deux registres. Il y a la période des questions, puis aussi... Il y a les SO31. Les SO31, on a une quinzaine au début de chaque période des questions. Ça dure 1 minute. Alors, puis les questions, ça dure 35 secondes. Alors, puis tu me demandes comment c'est... Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ parce que je suis très éloquent. Je suis capable de parler, puis la gueule ne m'arrête pas, là, comme on dit en bon québécois. Mais quand on a à faire ça dans une enceinte, il faut comprendre qu'on est extrêmement privilégié. On est 338 personnes qui représentent 38 millions de personnes. Alors, il faut savoir qu'on a une très grande responsabilité quand on est en Chambre des communes et qu'on doit prendre la parole. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et on doit le dire de façon à ce que ça soit compréhensible. Moi, évidemment, je parle en français, même si je suis bilingue, je fais mes questions en français. Il m'arrive à l'occasion de... Quand on a des débats, souvent tard le soir, je vais poser des questions en anglais juste pour m'amuser, mais que les gens ne voient pas, là, mais de préférence, je parle en français. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un honneur. C'est un honneur et un privilège immense d'être député. Et évidemment, je remercie la population de la confiance qu'ils m'ont fait depuis les 5 fois où j'ai été élu. Là, j'ai eu les 4 fois, en fait. Les 4 fois. Puis la 5e fois, là, en 2011, j'ai perdu par 9 votes. Je ne considère pas avoir perdu. Le juge a donné raison à mon opposant, parce qu'il y avait 9 voix qui nous séparaient, dont 8 qui étaient totalement pareilles, qui étaient contre la loi électorale, et un autre vote que je n'aurais pas su moi-même à qui donner. Alors, c'est pour ça que j'ai pas contesté, d'ailleurs. C'est pour cette raison-là que j'ai pas contesté l'élection, parce que je me suis dit, j'aurais contesté 3 mois après, j'aurais perdu par 1 voix. Moi, ça me tentait pas, là, ça. Mais Bernard Généreux, merci beaucoup pour votre temps, puis merci, puis c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons politique.